Thank you, Ulrich. Ok, je suis très impressionné par le nombre de personnes qui sont capables de se lever si tôt et pour venir écouter des architectes et des ingénieurs. Donc, écoutez, merci. Évidemment, c'est un grand plaisir d'être avec vous ce matin. Et merci à Bauernetz pour cette magnifique invitation. Je vais peut-être passer à l'autre projet tout de suite. Enfin, il n'y a pas qu'un projet, je vous rassure. Voilà, peut-être rapidement. Allez. Come on. Voilà. Bien. Alors, après cette magnifique présentation qui a été faite par Ulrich sur l'immense boîte à outils que peut constituer ou que peuvent constituer les éléments de façade, moi je voudrais ce matin vous parler de la perception de la façade. C'est-à-dire la façade comme une évolution, ou plus exactement une transfiguration de la séparation entre l'intérieur et l'extérieur en architecture, c'est-à-dire le rôle, le statut et la nature de ce qu'on appelle le mur. C'est un sujet qui est un sujet que je pense absolument majeur dans notre travail, c'est-à-dire de créer un statut pour ce mur qui soit un statut non pas de séparation, non pas seulement de protection, mais un statut d'interaction, un statut en fait de dialectique et d'union d'une certaine façon entre ce que nous percevons à l'extérieur et ce que nous percevons à l'intérieur. Et c'est la question de la perception qui, par exemple, m'a conduit dans ce projet pour une usine, il y a quelques années, à développer, à partir d'un seul élément de métal, sur 1 kilomètre de longueur, c'est-à-dire le périmètre de cette usine, de développer un travail plutôt d'instrument d'optique qui va permettre à ce bâtiment industriel, qui est très grand et qui va d'une certaine façon détruire une partie du paysage, de recomposer ce paysage parce qu'il va installer effectivement une activité économique nécessaire. Plus de 500 personnes travaillent dans cette usine. C'est une usine qui fait du tissage, c'est une usine bruyante, elle se trouve en France, près de la ville de Nantes. Et donc l'idée, c'est comment peut-on arriver à construire un mur opaque, fermé, isolant, protecteur, sans que ce mur sépare l'architecture de son environnement. C'est cette relation physique, cette relation de perception qui m'intéresse et qui donne, de mon point de vue, en termes émotionnels, en termes, si je puis dire, d'harmonie, d'une certaine façon, entre l'architecture et le monde qui l'entoure, et finalement l'architecture et la ville que l'on va construire, et les villes que nous construisons, et les villes que nous construirons. Cette notion de façade devient en fait un lieu de liberté, ou doit rester un lieu de liberté, et doit introduire des notions de relation, une notion d'échange, une notion d'une certaine façon d'absence à certains moments, puisque cette façade ici va donc envelopper cette usine sur une distance longue, sans pour autant finalement perdre d'une certaine façon la présence, la réalité de cet objet industriel. Autre travail, toujours sur cette notion, ou à partir de cette notion de relation entre l'architecture, sa consistance, sa solidité, son poids, sa présence et l'environnement, avec des bâtiments qui sont des bâtiments modestes, avec également des respects de budget qui sont modestes. Ici, c'est le projet d'un immeuble de bureaux qui se trouve ici, là, sur cette
sur ce terrain. Et donc, voilà la situation du bâtiment en face du Grand Palais construit par Rem Koolhaas, donc sur le site de Euralil. Et ce bâtiment est un bâtiment de bureau qui, en fait, répond à des critères économiques extrêmement serrés. Et l'idée, c'est d'utiliser un élément ou deux éléments de façade avec lesquels on va composer d'une certaine façon une certaine dynamique et là aussi un travail de présence, d'absence, de reflets et de jeu de relief avec des mouvements relativement faibles car vous allez voir ces panneaux, certains sont inclinés vers le haut, d'autres inclinés vers le bas. Donc c'est une stratégie, je dirais, de relief, une stratégie très limitée, très réduite du point de vue de l'usage des éléments, mais qui crée petit à petit un ensemble qui va introduire cette relation de présence, mais aussi d'absence de ce bâtiment dans un environnement qui est in progress, c'est-à-dire un environnement que l'on ne connaît pas exactement, on connaît ce qui a été fait, mais on ne sait pas exactement ce qu'il va devenir, ce qui est typiquement la situation de transformation de la ville européenne, la mise en place de la métropole européenne, c'est-à-dire l'usage du vide, l'usage de ces espaces qui sont donnés au développement urbain, des espaces qui sont de plus en plus, si je puis dire, spécifiques et qui vont justement, de par leur spécificité, créer une valeur urbaine dans le développement du réseau et du système de la ville elle-même. Et donc, il faut non seulement, évidemment, répondre à des contraintes, à des situations qui sont des situations liées aux performances de l'environnement, de façon à ce que ces façades aient une durabilité, mais aussi il faut répondre à des questions de sécurité, à des questions de rapidité, à des questions de coût, comme vous le savez. Et donc, au-delà de toute cette problématique, de ce faisceau d'informations, il y a l'introduction, en fait, d'une dimension qui est toujours et permanente, celle de cette perception qui donne aux façades une forme de liberté et aussi un pouvoir de transformation de la forme architecturale elle-même. Je pense que la capacité justement de la façade à transformer le volume architectural reste le champ de liberté de l'expression de l'architecture. C'est-à-dire que ce développement des formes architecturales plus ou moins courbes, plus ou moins molles, plus ou moins expressives, évidemment, ont leur propre beauté et ont leur propre esthétique. Cependant, lorsqu'on analyse le développement des façades et la mise en place des façades sur ces formes courbes, sur ces formes complexes, en fait, les façades sont extrêmement contraintes. Ce sont des pots qui tentent de suivre la forme architecturale, alors que moi, je pense que la façade est plutôt l'outil majeur de transformation du volume architectural, de la transformation de sa perception et de l'installation d'un dispositif architectural qui est capable d'introduire entre le bâtiment lui-même, c'est-à-dire l'architecture dans son poids, dans sa présence, dans sa lourdeur, dans son immobilité, une relation dynamique, une relation sensible, une relation physique d'un autre ordre avec l'environnement. Ici, projet au Japon, à Osaka, avec cette référence de l'arbre, cet arbre géant, dont vous voyez en fait la surface, la texture de l'écorce, une écorce qui a beaucoup de relief en partie basse et qui va évidemment, comme tous les arbres, devenir de plus en plus fine au fur et à mesure que l'on va monter vers le faîtage, vers le sommet de l'arbre. L'idée de ce projet, c'est l'idée justement d'introduire une relation entre, une relation entre le bâtiment et le sol, une relation qui est une relation physique, une relation forte. On parle d'écorce, on parle de peau, mais on parle aussi de racines.
En effet, à Osaka, vous le savez, il y a tout un réseau de galeries souterraines dans lesquelles circulent des milliers et des milliers de personnes. L'idée étant que ce réseau soit connecté en fait par le dessous aux différents bâtiments, aux différents services de transport, aux différents lieux publics. Et donc le principe de ce projet, c'est un principe en fait de s'ancrer dans le sol, de marquer qu'il y a une différence entre le pied de l'immeuble et le sommet de l'immeuble, de marquer d'un point de vue perceptif, d'un point de vue symbolique, d'un point de vue de la compréhension de l'organisation de l'objet architectural, qu'il y a en fait un vrai ancrage à la ville, un ancrage dans le sol, une relation physique entre le dessus et le dessous. Et donc là aussi, nous avons réalisé pour un client japonais, une compagnie d'assurance vie japonaise, un client donc extrêmement conservateur, un client qui n'a pas une pratique de l'immobilier, mais qui souhaitait réaliser à cet endroit, dans Osaka, devant la gare centrale, un bâtiment qui fasse partie de son patrimoine immobilier. Et donc, le principe, ça a été, dans un environnement, là aussi, de budget extrêmement serré, ça a été d'introduire cette idée de relief par des mouvements extrêmement simples, comme nous l'avions développé déjà à Lille, sur le projet précédent, cette notion de juste bouger, décaler, soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, des éléments de façade, crée une perception, une transformation de la peau qui va renvoyer à un discours qui est un récit symbolique, un récit phénoménologique, un récit de perception qui va rendre compte du statut, de la nature, de l'usage du bâtiment dans la ville et des échanges qu'il peut entretenir avec cette ville. Ici, l'atrium. Cet atrium est un élément tout à fait symbolique de ce bâtiment, car cet atrium n'est pas l'atrium d'une société, comme dans une tour, je dirais, américaine. C'est-à-dire, vous ne rentrez pas dans la tour et la compagnie, grâce à l'atrium qui vous accueille, vous montre sa puissance, sa dimension et sa qualité. Ici, cet atrium, c'est un lieu public, en fait. C'est un élément qui va être ajouté, qui va être, de par sa géométrie, au-delà de la forme du prisme élémentaire, pur et minimaliste de la tour. Cet élément va en fait permettre d'introduire à l'intérieur du bâtiment, mais surtout à l'intérieur du sol, là où les galeries commerciales se croisent, un élément de lumière, un élément qui va mettre en contact le monde du sous-sol avec ce monde urbain, complexe, diversifié et en perpétuel changement. À l'intérieur, nous avons entre autres créé ce forest wall, c'est-à-dire par l'impression sérigraphiée d'un morceau de forêt, nous avons introduit ce rideau de verre qui va créer ce filtre, qui n'est pas vraiment une séparation, mais qui est vraiment dans le sens textile du terme, un élément de filtration entre l'atrium et l'intérieur de la tour elle-même, le lobby de la tour. Le travail de ce relief que vous voyez ici est un travail qui a commencé en fait très tôt avec le client et l'entreprise japonaise. Vous voyez ici les premiers éléments qui ont été réalisés juste après la compétition, c'est-à-dire avec pratiquement des documents d'esquisse. Et tout de suite, nous avons commencé à faire ce travail de réglage, ce travail de dimensionnement, afin d'introduire de la lumière, afin de détourner, si je puis dire, des images ou des relations entre les deux côtés des rues, afin finalement, petit à petit, de régler par la couleur, par les dimensions, par la sérigraphie, par l'utilisation d'éléments en acier inoxydable, polymiroir, de régler cette peau
afin qu'elle corresponde à une réelle, un réel vêtement avec sa dimension de confort, avec sa dimension de protection, mais aussi avec un travail qui va aussi créer de l'identité, de la spécificité et évidemment un partage d'une certaine façon de ce que l'on peut gérer architecturalement à l'intérieur de ces grands espaces ouverts des bureaux japonais et cette proximité avec les architectures qui se trouvent de part et d'autre de ce bâtiment. Donc cette tour apparaît, elle disparaît, elle fonctionne comme un élément de repère, elle est complètement réglée par rapport à une position urbaine, à un tracé des rues, à une requalification de l'espace public et à une relation tout à fait particulière d'un espace public capable de gérer le dessus, le dessous, cette étrange épaisseur qui se trouve entre le rez-de-chaussée d'un bâtiment, le pied d'un bâtiment et sa profondeur, ses racines et tout un système d'aménagement, si je puis dire, de ce tissu urbain souterrain. Autre travail également sur le souterrain, ou tout au moins cette relation avec le sol, ici en Corée, avec le projet de Ewha, le centre du campus de Ewha University, c'est-à-dire un centre dont la mission, dont l'objectif et l'espoir, c'est en fait de réunir, de créer une nouvelle union, identité au cœur de ce campus, de cette université féminine qui accueille 25 000 étudiantes aujourd'hui et qui peut, au fil des années, car cette université a été créée il y a plus d'un siècle à Séoul, et donc cette université s'est évidemment largement développée. C'est une université importante, de très grande qualité, et petit à petit, elle s'est perdue d'une certaine façon du point de vue de son urbanité, du point de vue de son territoire, dans la ville asiatique qui l'a presque étouffée. Et l'idée, c'est comment peut-on finalement introduire les activités, la vie urbaine à l'intérieur du campus grâce à un travail qui consiste plus à construire un paysage qu'à construire un bâtiment. Et donc, il y a là une forme presque absolue de l'architecture contemporaine qui consiste à offrir ce lieu de grande qualité et sociale et environnementale tout en créant une autre façon de vivre, une autre façon de voir, une autre façon d'être finalement, une espèce de nouvelle ontologie de la relation de l'homme, entre l'homme et la nature, c'est-à-dire en fait une transfiguration de la façade en paysage, une façade qui n'existe plus, ou plus exactement, qui a une dimension géographique et perd petit à petit cette relation historique qu'elle a, c'est-à-dire le haut, le bas, la façade de devant, la façade de derrière. Ici, dans ce projet, c'est une substance, c'est un monde, il n'y a pas de devant, il n'y a pas de derrière. Il y a donc en fait un environnement, un paysage, un parc, et c'est la façade qui va en fait se transfigurer en morceaux de nature, jouant le rôle d'une union retrouvée, d'une espèce d'harmonie, de joie finalement, entre l'incrustation, l'insertion de ce bâtiment, qui est un grand bâtiment, puisque 100 000 mètres carrés ont été construits. Ces 100 000 mètres carrés qui sont dédiés à des fonctions, si l'on peut dire, publiques, ou tout au moins qui sont au service des étudiantes, théâtre, chapelle, cinéma, salles de fitness, mais aussi des salles de cours pour les langues, les salles pour les associations des étudiantes, un ensemble de fonctions qui permettent de fédérer, d'enraciner
voilà peut-être exactement le bon terme, d'enraciner la vie du campus au cœur du campus, dans une relation géographique, une relation de continuité, une relation presque de fluidité entre la ville autour et le bâtiment lui-même. Avec un travail, là aussi, sur la perception du point de vue de l'instrument d'optique, c'est-à-dire que ces éléments en acier polymiroir vont tous les mètres et demi ou à peu près vont scander la façade par effet de répétition. Évidemment, ils assurent une fonction de stabilité hautement nécessaire et de résistance, en particulier par rapport au typhon. Donc il y a là une réelle physicalité, une réelle statique de la façade, mais il y a aussi l'usage de ce dispositif technique et d'une certaine façon mathématique pour créer en fait une augmentation de la présence de la lumière, une disparition par moment de la façade vitrée et donc de sa transparence. On pense que lorsque l'on arrive sur le site, que la façade est complètement fermée, qu'il y a opacité, qu'il y a, de par la répétition, des éléments métalliques verticaux. Et pourtant, lorsqu'on pénètre à l'intérieur de cette vallée, lorsqu'on traverse cette vallée, on va s'apercevoir que jusqu'à 20 mètres de profondeur, on y introduit la lumière naturelle. On arrive à créer donc des conditions d'un confort absolument incroyable, puisque finalement, c'est une espèce de cave vivante, une cave aérée, une cave lumineuse, une cave qui va aussi, évidemment, avoir des vertus du point de vue des économies d'énergie, puisque plus de 60% d'énergie a été économisée par cette installation qui a, avec entre autres les bureaux d'études allemands de HL Technik, que vous connaissez certainement, et donc nous avons effectivement développé un dispositif qui, à l'époque, lorsqu'on a gagné le concours, c'est-à-dire il y a 7-8 ans, n'intéressait absolument pas l'Asie. L'Asie n'était absolument pas intéressée par le développement durable. Ce projet n'a pas gagné grâce, si je puis dire, à ces dispositifs de développement durable, alors qu'il est hautement durable, mais il a gagné parce qu'il apportait une réponse qui est une réponse sensible, une réponse sociale, une réponse d'une certaine façon littéraire à une situation urbaine qui était une situation perdue car, en fait, le paysage se dissolvait, disparaissait par la mise en place intempestive, récurrente et permanente de pavillons nécessaires, évidemment, au développement de l'université, mais de pavillons qui créent, à force si je puis dire, de densité, une perte de l'identité urbaine et une perte de cette relation entre le campus, entre son territoire, entre sa géographie, sa topographie et la ville elle-même. Autre système d'introduction d'une façade qui ne fait pas écran, ou plus exactement, qui ne fait pas mur entre un bâtiment et un environnement. Ici, nous sommes à Madrid, nous sommes au sud de la ville de Madrid, et stratégie devenue très classique pour transformer des territoires à l'abandon, il y a souvent des initiatives publiques, comme en particulier les candidatures aux Jeux Olympiques, qui permettent à la ville, à l'État, d'organiser une transformation de ces lieux par l'installation de grands équipements publics. Ici, nous avons donc construit le Tennis Stadium de Madrid, que l'on appelle la Magic Box, la Cara Magica. Cette Magic Box, en fait, abrite 3 stades de tennis, est entourée par une trentaine d'autres stades de tennis. Mais le principe de cette Magic Box, c'est d'être enveloppé dans du tissu métallique. Nous avons en fait enveloppé l'ensemble des installations sportives dans 60 000 mètres carrés de tissu métallique. Ce tissu métallique va évidemment nous créer des situations
différentes, suivant qu'il y a des espaces ouverts à l'arrière de cette façade filtrante ou qu'il y ait des espaces fermés. Ce tissu métallique va nous permettre de conserver cette relation entre le bâtiment lui-même, la ville, le parc autour qui a été dessiné. Et il va aussi, évidemment, nous protéger du soleil, nous protéger du vent et nous protéger de la pluie. Car cette membrane va laisser passer l'air, donc les espaces à l'arrière sont considérés comme des espaces ouverts, c'est-à-dire ce sont des places publiques, des espaces collectifs qui sont ouverts à l'air libre, sur lesquels les services de secours, les pompiers peuvent intervenir. 20 000 personnes peuvent se tenir à l'intérieur de ce grand rideau métallique et à l'extérieur des stades au moment de l'arrivée ou au moment des mi-temps ou des entr'actes, si je puis dire, lors des événements sportifs ou autres événements, sans pour autant jamais être séparés d'une vision vers l'extérieur et créant soit de jour une façade brillante ou qui se transforme évidemment avec la lumière, mais avec une certaine opacité, alors que la nuit, c'est évidemment le phénomène inverse, la boîte magique, ou tout au moins les entrailles, l'intérieur, les stades à l'intérieur de la boîte magique disparaissaient pendant le jour. La nuit, comme une lanterne, elle va apparaître au milieu de ce parc et donc là aussi rendre compte de sa fonction, de son usage, de sa vie, de son intensité urbaine, diraient certains. Autre projet qui lui aussi a toujours cette relation de dialectique entre une situation, un contexte, une dimension urbaine et un environnement soit naturel, soit lié au territoire de la ville elle-même. Ici, nous sommes à Vienne, devant le bâtiment des Nations Unies, au bord du Danube, en face de la ville historique. Et vous connaissez tous certainement ce quartier, Donau City, avec ce grand trou que vous voyez sur lequel nous allons réaliser 2 tours. Une d'elles, la plus grande, est actuellement en chantier. Et le principe de ces 2 tours, c'est en fait de créer une entrée dans ce quartier, c'est-à-dire de ne pas murer le quartier le long du Danube, mais plutôt de créer une grande entrée, une grande porte pour pénétrer à l'intérieur du quartier lui-même, mais aussi pour créer ce lien entre le Danube et le tissu urbain et l'architecture. Et donc l'idée, ça a été de prendre un bloc, d'une certaine façon, constituant une tour, ou tout au moins un volume qui constituait une tour, et de le couper en 2 et de le séparer afin qu'il y ait cette espèce de résonance entre les façades et que l'on comprenne bien que ce ne sont pas des bâtiments célibataires, que ce ne sont pas des bâtiments isolés, autistes, que ce ne sont pas des bâtiments autonomes, mais que ce sont des bâtiments qui parlent entre eux et qui introduisent aussi la présence d'un contexte, d'une situation urbaine existante, en fait d'un matériau urbain que l'on va là aussi chercher à modifier, à transformer au regard de l'introduction de ces nouveaux projets. C'est-à-dire qu'il y a, de par la façade, de par la carnation, de par la nature de la façade, il y a réellement une dimension qui est une dimension de transformation de l'espace urbain, de l'espace architectural. Et c'est cette transformation, si je puis dire, qui est en fait pour moi le sens même de la recherche architecturale, car si l'on peut arriver à transformer pièce par pièce, élément d'architecture par élément d'architecture, la ville, les espaces dans lesquels nous vivons, alors nous pourrons petit à petit, ensemble et dans une relation de dialectique, dans une relation solidaire, transformer la géographie de nos territoires, transformer nos villes en métropoles et poursuivre l'incroyable histoire de l'humanité, en particulier évidemment en Europe, c'est-à-dire une histoire qui a créé des villes, qui a créé un phénomène
urbain, qui est un phénomène de culture, qui est un phénomène qui fonde définitivement, évidemment, l'humanité sur la planète. Et cette dimension urbaine, elle passe au travers de ces dispositifs, de ces relations, de cette idée qu'il y a évidemment un lieu architectural qui est le lieu de l'intime, le lieu du spécifique, du personnel, qui se trouve à l'intérieur des bâtiments eux-mêmes. Mais il y a aussi cette incroyable possibilité d'être en relation physique, soit directe, soit jouer sur cette possibilité de voir ou de ne pas voir, d'être vu ou de ne pas être vu, et entre l'intérieur et l'extérieur, et cette espèce de sublimation finalement de ce que la fenêtre a été au moment de la Renaissance, lorsqu'elle a été introduite dans le mur, donc une espèce de sublimation et de dématérialisation du mur qui nous introduit petit à petit dans un dispositif, dans une relation à l'architecture qui est totalement nouvelle, totalement différente, beaucoup plus libre, beaucoup plus complexe aussi, mais qui est éminemment, comment dirais-je, liée au fait qu'aujourd'hui, nous avons une connaissance absolument complète de notre planète et que donc nous n'avons plus d'espoir de conquérir de nouveaux territoires, ou plus exactement de découvrir de nouveaux territoires. Nous les connaissons tous et donc l'avenir de nos conquêtes se trouve à l'intérieur de nous-mêmes, certainement, mais aussi à l'intérieur de nos villes, à l'intérieur de cette substance urbaine qui existe déjà et qui est en fait fondatrice de notre patrimoine et de notre perception et de notre culture. Ici, un dernier projet, juste pour vous faire un clin d'œil en matière d'actualité, un projet qui a été construit dans les années 60-70. C'est un projet qui, à l'époque, se trouvait presque isolé. C'est d'ailleurs le grand enjeu, le grand challenge des prochaines années, sur les 10, 20, 30 ans qui viennent. On va évidemment réhabiliter l'immense patrimoine qui a été produit dans la deuxième moitié du XXe siècle. En effet, ce XXe siècle, on n'a jamais autant construit sur la planète que durant le XXe siècle. On n'a jamais autant, si je puis dire, développé toutes les architectures et les dispositifs constructifs durant la deuxième moitié du XXe siècle. Ces dispositifs sont aujourd'hui obsolètes, ils sont insuffisants, ils n'offrent pas cet équilibre et cette recherche d'harmonie entre l'homme et son environnement. Il va donc falloir les réhabiliter, les reconsidérer, les transformer. Et cette transformation, elle est possible du point de vue économique, car voilà le bâtiment, avec évidemment toute l'architecture ou les signes architecturaux de l'époque. Et ce bâtiment, on va chercher à lui donner une autre ampleur, pas de façon à ce qu'il soit, comment dirais-je, plus important, mais plus complexe. C'est-à-dire que l'on va chercher à réintroduire, par ce jeu d'éléments de façade, la présence de l'individu. On imagine bien derrière chaque élément de façade un bureau. Donc par rapport à ces formes verticales, cette espèce de banalisation de la répétition, on va travailler la répétition, mais liée à la présence de la personne à l'intérieur de l'édifice lui-même. Et cette présence, en fait, de l'homme à l'intérieur d'un ensemble va petit à petit nous permettre d'écrire l'architecture de cette façade. Et l'on va aussi chercher finalement à solidariser encore plus ces éléments à la géométrie hexagonale qui nous font penser à des jeux d'orgue, par exemple. Donc, on va chercher à les solidariser, ce qui est une approche peut-être un petit peu étonnante, car ce bâtiment fait déjà bloc. Moi, j'ai pensé qu'il fallait qu'il fasse union. Faire bloc, ce n'est pas faire forcément union. Et cette notion d'union de cette architecture permet, curieusement, mais peut-être pas tant que ça, puisque la démocratie, c'est exactement ça, c'est-à-dire de faire apparaître
la personne en tant qu'individu dans une union qui la dépasse et qui crée en fait cette espèce d'ensemble urbain qui évidemment va offrir en pied d'immeuble des fonctions, des lieux qui vont mettre en relation l'intérieur du quartier avec l'ensemble des transports en commun et qui vont créer une porte d'entrée, un lieu d'accès, un lieu qui va être perméable, une espèce de forme de porosité entre l'ensemble de l'infrastructure urbaine et les espaces du quartier lui-même. Voilà le dispositif, élément par élément, en retrouvant des échelles, des dimensions qui sont liées là aussi à un design qui est extrêmement réduit et mesuré. On va simplement, par exemple, augmenter l'épaisseur des montants de façade à l'extérieur pour créer de l'ombre. On va travailler toujours sur des éléments qui sont fixes ou mobiles, comme la sérigraphie, qui va être en relation ou en résonance avec les occultations solaires, qui, elles, seront mobiles. Et petit à petit, avec ces jeux soit de surface inclinée, soit de relief, on va chercher à créer cette espèce de montagne, finalement, qui va dans le site, car nous sommes le long de la Seine, au bord de la Seine, à l'ouest de Paris. Il y a du relief, il y a aussi ce très beau parc de Saint-Cloud, à partir duquel le bâtiment est visible. Et l'on va donc, en fait, chercher à ce que, avec le mouvement de la lumière, ces éléments d'architecture s'éclairent les uns après les autres et soient capables aussi de renvoyer à l'intérieur d'eux-mêmes de la lumière naturelle, de la même façon que durant la nuit, c'est la lumière artificielle qui s'exprimera au-delà de l'architecture elle-même par rapport à l'intérieur. Il y a donc une réelle richesse au sens économique, mais aussi au sens social et urbain que portent toutes ces architectures des années 70. Moi, je les défends non seulement avec ma culture et avec ma pensée, mais aussi avec le cœur. Je pense qu'il y a une grande richesse au travers de ces architectures. Cette richesse, elle va apparaître aujourd'hui, et pour nous, architectes, c'est notre avenir, et c'est un bel avenir. Merci.